Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24, ici à Kigali, au Rwanda, en marge du 27e sommet de l'Union africaine qui se tient ici au pays des 1000 collines. Nos invités sont toujours avec nous, avec le thème sur l'entrée en vigueur cette année du passeport africain. Nous sommes avec M. Damien Mouzou, qui est fondateur de Aina Think Tank, qui vient du Bénin. Merci d'être toujours en notre compagnie. Également, M. René Nguetia Kouassi est avec nous. Il est directeur des affaires économiques à l'Union africaine. Merci beaucoup, M. Nguetia. Également avec nous, le porte-parole de la Commission de l'Union africaine, M. Jacob Eno. Merci beaucoup de votre compagnie. Alors, on disait tout à l'heure, en début d'émission, en posant les vrais problèmes par rapport à pourquoi certains pays ont de la réticence pour accepter l'intégration. Et voilà qu'on vient maintenant mettre en place un outil quand même qui est continental. Est-ce que cet outil qu'on met est vraiment accepté de tout le monde? On va poursuivre le débat et je vais demander tout de suite à M. Nguetia. Quand on prend du recul, on voit la manière dont les autres ont réussi leur intégration. Il n'y a pas eu de passeport européen, complètement européen. Chaque pays a gardé son passeport. C'est la première fois qu'on voit un continent qui veut avoir un passeport pour tout le monde. Est-ce que c'est vraiment pertinent? Est-ce que l'intégration dont il est question, c'est vraiment une question de passeport? Je crois que il ne faut pas oublier, il ne faut pas perdre de vue que le choix de l'Afrique dans le processus d'intégration, c'est créer les États-Unis d'Afrique. Ce choix-là a été fait depuis le sommet d'Accra en 2007. Bon, et on se rend compte à l'évidence, par exemple, que la libre circulation, c'est une réalité dans certaines régions. On a pris la CEDEAO. On a pris la communauté de l'Afrique de l'Est, ici au Rwanda, avec le Kenya et tout. On a la SACU, n'est-ce pas, la SADC et tout. Donc, c'est une façon, n'est-ce pas, de faciliter les choses. Parce qu'on a encore, si on prend le traité d'Abuja avec les 6 étapes, beaucoup de régions sont au niveau, n'est-ce pas, de l'union douanière. La CEDEAO est entrée en union douanière. Et on voit que les évolutions au niveau des communautés régionales par rapport au schéma tracé par le traité d'Abuja, les communautés ne sont pas logées à la même enseigne. N'oubliez pas aussi que l'Union africaine a fait adopter, n'est-ce pas, les chefs d'État ont adopté la décision de mettre en place en 2017 la zone de libre-échange continentale. Donc on ne peut pas faire la zone de libre-échange continentale du point de vue du commerce sans faciliter la libre circulation des personnes. Donc tout ça, ça va ensemble. Donc, mon frère, Babilas, je crois que l'Afrique, aujourd'hui, j'étais en train de faire une réflexion, peut devenir un modèle d'intégration pour les autres régions. Espérons. Il y a beaucoup de téléspectateurs qui nous envoient des réactions. Je donne lecture de quelques réactions. Monsieur Mouniol, il dit, ce n'est pas un papier qui crée l'intégration. Ce sont les échanges entre les populations. Si on veut faire une intégration africaine, c'est en développant localement les économies. C'est ça qui peut entraîner des déplacements et non le papier en lui-même. Monsieur Eben, est-ce qu'on n'a pas mis la charrue avant la bœuf? Quand un pays ne veut pas, même pas que ses voisins immédiats, entre librement sur son territoire, pourquoi il accepterait que ceux qui sont loin entrent sur son territoire? Mais disons, le passeport, je ne sais pas, ça indique déjà le fait que les pays veulent accepter que les uns et les autres entrent dans les pays. Vous voyez? Et je voudrais utiliser même cette occasion pour clarifier, parce que vous avez posé une question tout à l'heure par rapport au passeport africain. Donc, ce qui sera lancé ici, à Kigali, ça sera le passeport de l'Union africaine. Donc, il y a une différence entre le passeport de l'Union africaine et le passeport africain. Donc, le passeport de l'Union africaine sera livré, comme d'ailleurs tout à l'heure nous allons faire lors du sommet, ça sera livré par la Commission de l'Union africaine, comme secrétariat de l'Union. Et le passeport africain, ce que nous envisageons, ça sera livré par les pays membres. Donc, une fois que le pays accepte de signer le protocole de libre circulation et d'octroyer les passeports, disons, le passeport africain livré par le Bénin, le passeport africain livré par la Côte d'Ivoire, le passeport africain livré par le Kenya, vous voyez, ça fait tellement une différence. Donc, une fois que vous avez le passeport de l'Union africaine, vous avez le droit d'entrer dans les 54 pays.
Donc ça serait la même chose avec le passeport africain livré par les pays, qui sera beaucoup plus facilité dans les pays parce que c'est la population, la plus grande population qui en a besoin de ces passeports. Les étudiants, les hommes et femmes d'affaires, les chercheurs, les artistes et consorts. Aujourd'hui, nous commençons avec les chefs d'État, qui sont d'ailleurs les premiers citoyens de nos pays, comme un symbole. Donc c'est le symbolisme qui est beaucoup plus en vigueur ici. Donc à partir de cela, on va mettre en place le mécanisme de faciliter la livraison de ces passeports et bien sûr la libre circulation des personnes. Mais dans le même temps, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que l'Union africaine n'a pas un pouvoir coercitif sur les États. Un nombre de décisions se prennent au sein de la Commission de l'Union africaine, mais qui ne sont pas respectées, on ne va pas le nier. Il y a des démembrements de l'Union africaine qui sont dans des domaines spécifiques, qui rendent des arrêts que personne ne respecte. Il y a le Parlement panafricain qui existe. On doit ratifier pour que ça soit un organe législatif. Ça n'a jamais été fait parce que certains États n'en ont pas voulu. De la même manière, par rapport au passeport africain, le passeport de l'Union africaine, le même problème peut se poser. Est-ce que vous y avez pensé en amont? Bien sûr, on ne peut pas ne pas faire quelque chose parce que nous aurons des défis. Les défis, comme j'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, nous aurons toujours des défis, mais il faut commencer quelque part. Donc, les pays qui ne vont pas peut-être faciliter l'accès des différents pays africains, et des différents citoyens de pays africains, c'est eux qui seront peut-être mis à côté. Donc, vous voyez un peu, une fois que, disons, j'aurai mon passeport de l'Union africaine, et si X pays ne laisse pas... ne vous laisse pas entrer sur son territoire. Voilà, si c'est un entrepreneur, je peux prendre, je ne sais pas si c'est... Je ne vais pas citer le nom, Dangote, je ne sais pas, vous pouvez prendre n'importe quel nom. Donc, c'est ces pays-là qui seraient en train de perdre les opportunités, soit en affaires, soit en termes de tourisme. Oui, mais parce que vous avez pris l'exemple d'une figure emblématique. Tout le monde aurait voulu qu'un Dangote vienne sur son territoire, mais tout le monde n'est pas Dangote non plus. Tout à fait. Tous les États seraient pressés d'accueillir. Oui. Il y a beaucoup. Monsieur Mouzou, vous comprenez bien le problème que je pose. Qu'est-ce qui oblige un pays qui n'accepte pas à ses voisins d'entrer sur son territoire, il doit y accepter quelqu'un d'autre? Au cas où le pays n'aurait pas suivi les recommandations de l'Union africaine, et on fera quoi en ce moment? Je pense que déjà, quand je prends l'exemple d'où est-ce que je viens, l'Afrique de l'Ouest, nous avons pu faire intégrer la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, vous savez, il y a même un passeport qui a été fabriqué pour ça. Nous faisons partie des premières personnes qui se sont précipitées pour faire ce passeport-là. Maintenant, la question c'est à qui c'est destiné, à qui ça profite. Et quand on prend la situation globale aujourd'hui en Afrique, quand on va dans nos réalités, on se rend compte que déjà, pour certains, l'acte de naissance est déjà un problème, les jugements supplétifs sont déjà des problèmes. Maintenant, parler de carte d'identité nationale, pour certains, c'est encore le luxe. Et quand on vient sur la question de passeport, parce qu'au fait, les diplomates n'ont pas de difficulté de circuler dans les pays. Eux, ils sont acceptés, ils rentrent dans les pays n'importe comment. C'est les personnes ordinaires ou la classe moyenne qui a des difficultés de circuler à l'intérieur de l'Afrique. Et nous qui avons porté cette barrière à voyager, par exemple, moi, je crois que dans ce continent africain, j'ai fait au moins une quarantaine de pays en Afrique. Et je peux dire... C'est frustrant parfois parce que c'est très cher d'abord et tu te rends là-bas et ça te revient encore, on te demande des visas et tout ce que ça vient. Donc c'est en ça que je louais l'initiative. Si ça peut porter déjà sur ce point-là où on aura un problème de libre circulation, sur ce point je suis d'accord avec. Maintenant, dans les détails, quand on commence par rentrer dedans, et on se rend compte que d'abord la personne ne se déplace pas pour se déplacer, il faut qu'il y ait un intérêt. Alors, si je trouve qu'il y a des opportunités au Rwanda, que je peux venir m'installer et me créer, avancer ici, plutôt que d'être peut-être au Ghana. Donc, je pense déjà que c'est les mécanismes qui l'accompagnent. Et déjà, au niveau de la création des entreprises, vous n'êtes pas sans le savoir, même déjà avec cette intégration qu'on a eue en Afrique de l'Ouest, ce n'est pas aussi facile pour un Béninois de créer une société au Ghana, par exemple. Et donc, ces détails, si ce n'est pas pris en compte, on va faire encore des débats et finalement, on n'arrivera pas à s'en sortir parce que cette question se repose chaque fois.
Et à quelle classe nous nous adressons au juste? Est-ce que c'est la classe moyenne qui préfère aller en Europe ou quelque part, ou bien c'est les autorités à qui on donne le passeport aujourd'hui et qui en auront, et les hommes d'affaires qui sont désirés, ils ont toujours ce privilège, parce que c'est selon la taille de la personne qu'on lui court, ça mesure. Il y a des pays où moi je suis rentré où on a arrêté des gens devant moi qu'on a retournés dans cette Afrique, mais on m'a permis de rentrer, alors que j'étais en condition irrégulière comme les autres. Donc les gens tiennent compte de beaucoup d'aspects, et quand vous traversez les pays par la frontière, déjà, en Afrique de l'Ouest, vous devez payer de l'argent, même si vous avez n'importe quel des deux passeports. On vous fait payer de l'argent pour rentrer, alors que déjà, quelqu'un qui prend l'avion, quand tu prends l'avion, tu descends à l'aéroport, personne ne te demande de l'argent. Donc le vrai problème se pose encore, l'ignorance, la sensibilisation et tout ça. Il faut qu'on prenne tous ces aspects en compte pour pouvoir savoir vraiment à quoi nous organisons, où nous allons. Et cette question économique se pose. L'Amérique est le pays que je peux citer comme le pays qui a le plus fait son intégration. Aujourd'hui, on parle des États-Unis d'Amérique, il y a un passeport américain, même si entre les États, vous ne pouvez pas avoir le permis ici qui peut jouer là-bas. Donc il y a toujours, on ne peut pas être unique. Donc déjà, cet aspect de promouvoir le développement à travers l'immigration, je le salue. Mais dans l'application, il faudrait vraiment qu'on remette la balle à terre, qu'on se dise où allons-nous et quels sont vraiment Monsieur Nguetia, après cet exposé, je crois que je reviens poser l'éternel problème. Est-ce qu'on n'a pas mis la charrue avant le bœuf? Même l'Afrique de l'Ouest se constitue comme modèle avec l'exposé de M. Mouzou. Vous voyez que même l'immigration économique n'est pas vraiment perçu comme une bonne chose. Quelqu'un, un chef d'entreprise du Togo ne veut pas aller allègrement s'installer au Ghana pour créer son entreprise. Est-ce qu'on ne peut pas trouver un autre moyen de régler ces problèmes-là plutôt que de croire que le document va régler vraiment ce problème? Je crois qu'il y a beaucoup d'autres problèmes à régler en amont, non? Enfin, je crois que le chemin de l'intégration est déjà tracé à travers le traité d'Abuja. La zone de libre-échange, l'union douanière, le marché commun, l'union monétaire, l'union économique et monétaire. Et quand on arrive, enfin, la 6e étape du traité d'Abuja, avec un parlement élu au suffrage universel, non pas nommé par les gouvernements, avec des institutions financières bien solides, je crois que si on va étape par étape, on va arriver, n'est-ce pas, à un continent sans frontières. Mais la question que vous posez, les préoccupations des téléspectateurs sont légitimes. Mais nous disons que parmi les 4 libertés que nous avons exprimées, la liberté de circuler, la libre circulation des personnes, je crois que c'est la première des libertés, parce que c'est l'homme qui fait tout, c'est l'homme qui porte l'intégration. Si l'homme ne peut pas aller d'un pays à un autre, même si vous faites la liberté des capitaux, l'unification des capitaux, mais ça ne marche pas. Mais je crois qu'il ne faudrait pas, comme mon collègue l'a dit tout à l'heure, qu'on se focalise sur les difficultés. Les difficultés sont récurrentes à toute action humaine. Nous posons ici les problèmes que se posent les téléspectateurs chez eux, que se posent ces Africains qui se disent « Bon, je suis ici, dans mon pays, j'ai bien envie d'aller m'installer dans tel ou tel autre pays, mais les conditions ne me le permettent pas. » C'est pour cela que je pose ces questions de difficultés pour que vous essayiez de lever ces doutes-là. Le problème aussi, c'est que souvent, les décisions sont prises au niveau des chefs d'État et de gouvernement, mais les décisions ne sont pas bien diffusées dans le peuple. C'est-à-dire ceux qui sont chargés de faire appliquer ces décisions souvent ne sont pas informés. Donc c'est pour cela que je crois qu'il y a une politique d'accompagnement, de sensibilisation, comme il a dit, pour permettre, n'est-ce pas, à ceux, peut-être le douanier qui est à la frontière, le policier qui est à la frontière, le gendarme qui est à la frontière, doit être sensibilisé. Souvent, ils savent même pas. Vous pensez vraiment que ce n'est pas ignorance qu'ils font ces choses-là? Je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit un problème d'ignorance. Les douaniers, les policiers, les gendarmes, ils connaissent bien la loi, ils savent ce qu'ils doivent faire. Et pourtant, ils font le contraire, avec la complicité quand même des dirigeants. S'ils font le contraire, cela relève de la malgouvernance. Mais sinon, si tout le monde doit consommer la vertu de la bonne gouvernance, je crois que chacun doit faire son travail. Et on aura la libre circulation des personnes comme les citoyens africains le souhaiteraient. Mais si on pose des obstacles pour des raisons privées, là c'est autre chose. Donc cela relève de la malgouvernance. C'est pour ça que nous invitons, nous disons que la bonne gouvernance, elle est d'abord micro per chacun, et puis macro. Donc chacun, quel que soit ce qu'il fait comme travail,
doit appliquer les vertus de la bonne gouvernance. Si tout le monde applique les vertus de la bonne gouvernance, les décisions prises vont aller correctement. En tout cas, je vous prends au mot parce que vous avez parlé de bonne gouvernance. Et quand on parle de bonne gouvernance sur le continent africain, on devrait s'y attarder parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et je vais revenir vers M. Eben tout à l'heure pour lui poser la question par rapport à cette bonne gouvernance qui est tant prônée sur le continent. Mais on est obligé de se demander, est-ce que c'est une vertu, la bonne gouvernance chez nous? Pendant que nous tenons cette émission en direct ici à Kigali au Rwanda, en même temps se tient le sommet de l'Union africaine avec d'abord la rencontre des représentants permanents des pays au sein de l'Union africaine qui se réunissent. Il y a notre envoyé spécial Thierry Ngongan qui est là-bas, que nous allons joindre tout à l'heure, mais pendant qu'il se met en place, nous allons demander à M. Ben les questions de bonne gouvernance. Cela qui ternit quand même l'image de notre continent. Est-ce que vous êtes vraiment optimiste? C'est vrai, un passeport africain, c'est très bien, original, et que l'Afrique soit pionnière d'une intégration de cette nature-là, mais les questions de bonne gouvernance, j'ai comme l'impression que quand on se réunit, on n'en parle pas beaucoup. Sinon, même si on en parle, ça ne se sent pas vraiment dans le quotidien des populations. Hein. Vous avez parfaitement raison. C'est un grand défi dans notre continent. C'est un grand défi au sein des différents pays. C'est un grand défi dans la communauté. Et comme on disait tout à l'heure, si c'est chacun qui était amené à exécuter ce que lui, il doit faire, la bonne gouvernance doit commencer par là. Si je suis responsable d'ouvrir la barrière pour que les voitures entrent au travail à 7 heures et je me permets d'arriver à 8 heures pour donner d'une n'importe quelle raison et il n'y a pas de sanctions qui suivent et personne ne dit rien, vous voyez, c'est dès le début. Donc la bonne gouvernance commence vraiment au plus petit niveau. Mais la responsabilité incombe à tout le monde. Vous voyez, il y a d'abord aux dirigeants. Il y a des dirigeants, oui. Il y a la société civile, il y a le secteur privé, il y a des chercheurs, il y a tout le monde qui doivent mettre les petites. Par exemple, si au niveau de l'Union africaine, il y a des décisions qui sont prises par les chefs d'État, je ne sais pas ce qui prévient les organisations de la société civile de prendre ces décisions pour en faire les sensibilisations et pour demander au pays jusqu'à quel niveau est-ce que vous êtes en train d'exécuter. Tout à l'heure, nous allons organiser un séminaire, une conférence avec les rédacteurs en chef sur l'exécution, en fait, sur l'agenda 2063. Ce que nous voulons, c'est que les journalistes, les médias, les rédacteurs en chef soient vraiment au courant des contenus de l'agenda 2063. Les 7 aspirations que les différents citoyens ont émues, c'est que les gens demandent en réalité. Il y a le plan de 10 ans qui est déjà là. Il y a les projets phares. La question maintenant, c'est quelle est la portée des différents citoyens, quelle est la portée des médias pour sensibiliser les populations, pour demander que, voilà, vous êtes partis à Addis Abeba, vous avez signé le protocole de libre circulation en 2008. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour faciliter le mouvement, les circulations des uns et des autres? Donc ça, ce sont les questions que les médias, les journalistes doivent poser aux dirigeants. Donc après le retour d'Addis Abeba ou de Kigali, s'il y a des décisions qui sont prises, il faudrait que les uns et les autres soient au courant pour pouvoir amener à poser des questions aux dirigeants et à eux-mêmes aussi. Ouais, donc la responsabilité est vraiment partagée pour en faire une bonne gouvernance économique, politique et j'en passe. C'est vrai que vous l'avez dit tout à l'heure que les décisions prises ne sont pas suffisamment vulgarisées dans notre pays. Il va falloir que l'Union africaine pense son propre mode de sensibilisation des populations en allant vraiment vers les populations directement pour pouvoir. Parce que quand la décision est prise, et ça n'arrange pas les dirigeants, ils ne sont pas pressés quand même de pouvoir les vulgariser. Ceci dit, nous allons établir la liaison avec la salle de conférence où nous attend Thierry Ngongan qui doit être avec un invité, une personne importante, qui va se prononcer sur le thème du jour. Thierry, vous êtes en direct. Alors, Babila, je suis avec M. Ismaël Chergui, le commissaire paix et sécurité de l'Union africaine. Avec lui, on va discuter de ce qu'il pense de ce passeport africain qui va être donc remis symboliquement pour la première fois lors de ce sommet. M. Ismaël Chergui, ce passeport, vous pensez vraiment qu'on en a besoin pour circuler en Afrique? Oui, effectivement, l'idée principale que véhicule
cette délivrance du passeport, c'est effectivement promouvoir davantage la liberté de mouvement des personnes et des biens sur le continent. Nous pensons que c'est extrêmement important que réellement qu'on puisse soit dupliquer ou ce qui se fait au niveau de la CEDEAO par exemple, où maintenant ils arrivent même à utiliser seulement une carte nationale. Donc nous pensons que c'est une étape réellement qui peut être encore perfectible et toute la symbolique de ce geste de le donner au chef d'État durant ce sommet, c'est effectivement d'avoir un soutien accru de leur part pour cet objectif très capital pour l'intégration de notre continent. Est-ce qu'au niveau de l'Union africaine, il y a une échéance pour que ce passeport puisse être distribué aux populations africaines? Je pense que pour les populations, ça demandera, c'est un défi technique et matériel. Mais vous comprenez que maintenant, ce qui est surtout visé, ce sont les leaders politiques, les leaders économiques qui doivent, et les leaders des organisations sous-régionales, tous ceux qui réellement peuvent être porteurs de ce message pour que réellement nous puissions hâter notre intégration qui est synonyme de développement et d'indépendance de notre continent. Voilà, merci beaucoup, M. Chiargui, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous. Voilà, Babila, je te remets l'antenne pour la suite du débat. Merci Thierry Ngongan qui était dans l'enceinte de la salle de conférence où se tient la réunion des représentants permanents de l'Union africaine. On revient sur le plateau d'Africa 24 ici, toujours au Rwanda, pour parler de ce passeport de l'Union africaine qui va entrer en vigueur dans quelques jours. Alors, M. Nguetia, j'ai fait parler quelques chiffres tout à l'heure, je vais faire parler d'autres chiffres encore. Un camion qui livre des supermarchés en Afrique australe a besoin de 1600 documents, dont des permis et des licences pour traverser les frontières en toute légalité. 1600 documents. Donc le passeport a beau être passeport, mais l'intégration économique que vous prônez, tant qu'il y aura des documents comme ça qu'il faut réunir, est-ce que ça favorise vraiment l'intégration dont il est question? Parce que l'intégration, ne la voyons pas seulement dans le sens de la circulation des personnes, mais voyons là également dans le sens de la circulation des produits. Oui, je crois que le volume des documents dont vous faites allusion, je crois que ça fait partie, n'est-ce pas, des obstacles classiques au processus d'intégration. C'est-à-dire, les textes sont adoptés, les États sont en train de les mettre en œuvre, mais il y a des difficultés. Ces difficultés-là sont créées. Donc, il y a beaucoup d'obstacles au processus d'intégration, dont la lourdeur administrative, les papiers à fournir. Donc, je crois que ces problèmes sont connus. Il appartient, n'est-ce pas, à chaque État, à chaque région, de prendre ses responsabilités, de faciliter cela. La CEDEAO, par exemple, quand vous décrétez l'union douanière, c'est-à-dire que vous avez dépassé la libre circulation des biens. Donc, quand on est dans une zone de libre circulation des biens, arrêter un camion pour demander les papiers, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un problème. Donc, nous pensons que lorsqu'on a franchi une étape, on doit se donner les moyens pour qu'à l'intérieur de la zone, les vertus soient appliquées. Et que tout détour de cela, c'est que ça soit sanctionné, comme l'a dit. Je crois qu'il y a ça aussi qui fait qu'on puisse avancer. Mais M. Mouzou, ce qui m'étonne, c'est que j'ai comme l'impression qu'on a voulu faire les choses en commençant par l'euro. Parce que j'estime que le passeport de l'Union africaine, c'est quand même le document ultra, le suprême, qu'on puisse avoir. Mais quand il y a ces lourdeurs administratives de réunir autant de documents, on aurait pu commencer d'abord par alléger ces documents-là d'abord, non? Si on veut vraiment prôner une intégration économique. Oui, je pense que sur ce plan, c'est vraiment la question que j'abordais premièrement par rapport déjà à la formalité dans les pays. Vous voyez, par exemple, quand je prends le cas de l'Afrique de l'Est ici, qui essaie de s'intégrer aussi autant bien que l'Afrique de l'Ouest. Et vous avez le Kenya, vous avez le Rwanda, vous avez l'Ouganda, le Burundi et puis la Tanzanie. Mais quand quelqu'un doit quitter un des pays membres,
pour aller travailler, par exemple, de l'autre côté. Déjà, en termes d'individus, pour aller travailler de l'autre côté en Tanzanie, c'est presque difficile ou parfois, pour ne pas dire impossible. Alors, il y a des conditions comme ça que chaque État essaie de créer, parfois pour se protéger contre les autres et tout. Et quand on parle des biens et services, il faut d'abord que les hommes aient la possibilité de s'installer avant maintenant que les biens ne les accompagnent. Et c'est bien généralement, je crois, pour ce que je connais de l'Afrique de l'Ouest, c'est beaucoup plus des questions de corruption qui n'ont pas été réglées, des poches de corruption qui engendrent cela. Donc, souvent, c'est des réseaux bien organisés, on ne sait pas qui a la tête, qui a la queue, mais ce qui est sûr, ça se passe quand même. On vous dit, vous ne devez pas payer pour telle chose, ou votre voiture, quand c'est un homme, vous ne devez pas payer, mais pourtant vous payez. Donc, sur cet aspect, je pense que c'est un problème qui devait quand même être sérieusement débattu et vraiment réglé à la base pour qu'on ait quelque chose vraiment sérieux avant de se dire le papier, si c'est le passeport qui représente peut-être je ne sais pas quel pourcentage des 1000 et quelques documents qu'il faut fournir sur le camion, je pense qu'il y a une exagération qui est quelque part, mais il faudrait que nous arrivions quand même à ce niveau de développement où on voit les choses d'abord parfois pour juste plaire aux populations et encore que le passeport maintenant, d'après ce que nous avions écouté de notre aîné, c'est encore pour les privilégiés. Et ces privilégiés n'ont jamais eu de problème en réalité pour voyager l'Afrique. Et donc c'est les personnes ordinaires à qui il faut ouvrir l'Afrique et qui, au lieu de mourir dans la mer, ils vont se dire, moi j'ai la possibilité de quitter le Bénin ou peut-être de quitter le Togo pour m'installer au Mali ou pour m'installer dans un autre pays de l'Afrique de l'Est ou de l'Afrique centrale. Donc c'est cet aspect du problème qu'il faut d'abord qu'on commence déjà par prendre en compte. Et là, moi j'attire l'attention des nôtres parce que chaque fois on a les doigts accusateurs vers l'Union africaine, les dirigeants politiques et tout. Mais il y a une responsabilité au niveau des individus. Parce qu'aujourd'hui, même si on dit, bon, tous les États sont tombés d'accord, il faut un passeport africain. Et que vous pouvez voyager sans problème et que même les chefs d'État ne s'y opposent pas. Et combien d'individus sont prêts à payer le prix pour se déplacer d'un pays à un autre, pour quel intérêt? Donc il faut que tout ça rentre en concordance et qu'on sache vraiment, véritablement, voilà, à tel but on veut atteindre, il faudrait qu'on ait les conditions pour en arriver. En tout cas, une question très importante, c'est la volonté politique. C'est vrai, tous les chefs d'État sont d'accord, a priori, ils sont d'accord pour l'entrée en vigueur d'un passeport de l'Union africaine, mais est-ce qu'ils le sont vraiment? La question mérite d'être posée parce que quand on le veut, au sein de son propre pays, il y a des signaux qui ne trompent pas. Mais est-ce que la volonté politique, est-ce que les chefs d'État sont prêts à céder un peu de leur souveraineté? C'est là la vraie question. En tout cas, M. Guettia, je sais que vous brûlez d'impatience de pouvoir prendre la parole, mais ce sera après la pause, chers téléspectateurs. On marque une petite pause pour faire un clin d'œil à nos annonceurs. On vous retrouve dans quelques instants.